Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 3 octobre. Voici les titres que nous développerons. Avant-dernier, après 8 journées, le Stade Toulousain doit réagir face au Stade Français ce samedi. Marasme, reprise ou stagnation, nous nous arrêterons sur les tendances de l'immobilier avec l'ouverture de son salon aujourd'hui au Parc des Expositions. Enfin, en toute fin de journal, nous retrouverons Jean-Marc Lucas pour tout savoir sur le festival Cinespagna qui débute ce soir. A tout à l'heure, Jean-Marc. Mais pour débuter, évoquons l'ouverture d'une âpre bataille judiciaire, celle du procès EADS pour délit d'initié aujourd'hui à Paris. Sont concernés par les faits les sociétés Lagardère, Daimler et 7 prévenus, dont Noël Forgeard, ex-coprésident de EADS, et John Lilly, l'actuel directeur commercial de EADS. Ce qui leur est reproché remonte à 2006. Airbus connaît alors des difficultés et des retards dans les programmes A380 et A350. En connaissance de cause, les prévenus auraient vendu leurs actions avant la chute du cours en bourse. Selon leurs avocats, le problème de ce procès est qu'en 2009, l'autorité des marchés financiers les a mis hors de cause. Toute la question préliminaire est donc de savoir si le procès va pouvoir se tenir ou s'il sera reporté. 5 défaites consécutives, voilà 50 ans que le Stade Toulousain n'avait plus connu ça. Actuellement, avant-dernier du classement, le club doit réagir ce samedi 20h45 avec la réception du Stade Français. Mauvaise passe, fin de règne, que pensent les Toulousains des difficultés du club emblématique de la ville? Nous sommes allés leur demander ce matin au marché du Cristal. Il faut y croire jusqu'à demain soir. Parce qu'après, ça va être la chute complète. Après, ça va être un désespoir complet pour le Stade Toulousain. En fonction des autres équipes que je vois évoluer, je vois que le Stade Toulousain a baissé. C'est plus le Stade Toulousain d'avant. Si continue comme ça, ils vont se retrouver à broder deux. Mais là, je pense qu'ils se sont fait rattraper par les autres clubs, tout simplement. Le système de jeu du Stade Toulousain, maintenant, il est peut-être devenu, pas obsolète, mais enfin, dépassé. Il faudrait peut-être qu'on aille voir ailleurs des méthodes de jeu qui soient plus efficaces. Psychologiquement, ils sont motivés, aussi bien l'entraîneur que les joueurs. Et je pense que, comme dans tous les grands sports, les grands joueurs, les grandes équipes se retrouvent, savent se serrer les coudes dans les moments difficiles. Une situation qui fait aussi réagir les anciens pros, à l'image d'Éric Bonneval. Il nous a livré son point de vue à Blagnac sur le départ pour son activité de commentateur de match. On a vu des équipes pas être bien jusqu'en décembre, janvier et finir en boulet de canon. Donc c'est le charme du rugby qui fait que Toulouse n'est pas encore complètement éliminé, loin de là. En ce moment, le problème du stade, c'est qu'il est impossible de jouer au rugby sans une première ligne. Sans faire offense à ceux qui jouent, je veux dire, les 4 piliers titulaires ne sont pas là. Plus maintenant les 2 talonneurs. C'est-à-dire qu'on joue ou avec des jokers qu'on est allé chercher, alors là après la question se pose, est-ce que c'est les bons joueurs qu'on a pris, ça c'est autre chose, ou avec des jeunes. Et les jeunes, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, je veux dire, on ne les lance pas dans les super conditions. Quand il vous manque 6 avants et que c'est les 6 joueurs de la première ligne, n'importe quelle équipe serait handicapée. Rappelons qu'après le Stade Français ce week-end, ce sera Toulon qui se déplacera à Ernest Vallon. Aéronautique à présent, 14 jours de grève, 300 millions d'euros de pertes pour la compagnie, des milliers de voyages annulés et une image bien écornée. Le conflit entre pilotes et direction d'Air France s'est achevé le 28 septembre à l'initiative du SNPL, le syndicat majoritaire des pilotes. Depuis, la communication est rompue entre direction et syndicat. Cette semaine, dans Aerospace Magazine, Sophie Voinis reçoit un pilote d'Air France pour faire le point sur la situation. On écoute un extrait. Ce que je note, c'est que j'appartiens à une organisation syndicale qui n'avait pas fait de mouvement de grève depuis plus de 12 ans, qui avait signé des dizaines d'accords pour développer l'entreprise, et que brutalement, cette organisation syndicale est conduite à se radicaliser pour déposer un préavis de grève illimité, et surtout qu'elle est suivie par 80% des pilotes. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un mouvement sans précédent qui était justifié. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Et qui pose, de mon point de vue, une vraie question. C'est une question de management, de crise de management. C'est une question de personne avec Alexandre de Vignac ? Non, c'est une question à la fois de méthode et de fond. Émission à retrouver dans son intégralité juste après ce journal. Le salon de l'immobilier vient d'ouvrir ses portes et se tient au Parc des Expos jusqu'à dimanche, dans un climat un peu morose avec peu d'acquéreurs. La bonne nouvelle vient des taux bancaires historiquement bas, tendance du marché et endroit clé du salon avec Jérôme Bolloc.
Dans le département, les prix de l'immobilier ont légèrement chuté cette année. Pour un appartement dans l'Ancien, le prix médian au mètre carré s'élève à 2 390 €. En revanche, les logements neufs continuent d'augmenter, 3 440 € le mètre carré en moyenne. Et le prix des terrains à bâtir connaît une hausse de plus de 5%. Néanmoins, tous les acteurs de l'immobilier s'accordent sur un point, c'est le moment d'acheter. Là, on est historiquement bas en termes de conditions bancaires. Donc avec certains montages financiers, on arrive aujourd'hui à sortir du 2,70, voire un petit peu moins sur 25 ans pour des clients avec des revenus entre 30 et 45 000 €. Donc une grande moyenne, on va dire, du marché. Un produit de qualité en centre-ville, bien desservi, bien positionné, ensoleillé, qui est un bon produit, il va rester à son prix. Ce que la baisse des prix a peut-être engendré, c'est que des produits qui sont un petit peu plus distants, qui sont dans d'autres quartiers de Toulouse qui sont en développement, ont sans doute retrouvé un prix plus juste. Donc il y a des écarts qui se sont créés. Dans le centre de Toulouse, le quartier le moins cher est Croix-de-Pierre, le plus cher Saint-Georges avec un prix au mètre carré de 4 060 €. Aujourd'hui, la tendance est plutôt favorable aux acquéreurs. Les vendeurs doivent faire sortir leurs biens du lot. Une pratique, le homestaging, c'est-à-dire le relookage d'un appartement, est de plus en plus à la mode. Contrairement à ce qu'on peut croire, déjà le homestaging, c'est pas des travaux. On n'est pas là pour faire casser les cloisons, contrairement à la fameuse émission de télé dont on parle. Je vais vous donner un exemple de tarif pour un 2 pièces. Homestaging, c'est-à-dire désencombrer, ranger, prêter l'ensemble du mobilier, des accessoires nécessaires. Donc on les met à disposition dans l'appartement jusqu'à la vente. Un photographe professionnel, tout ça, ça coûte en grosso modo autour de 1 500 €. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on fait prendre en charge en remboursement par l'agent immobilier sur ses honoraires à la fin. Toulouse est actuellement la 8e ville la plus chère de France en matière d'immobilier. 1600 participants, 18 nations, la 4e édition du Golden Age Gym Festival s'achève aujourd'hui après une semaine d'animation en ville. Son but, valoriser la pratique de l'activité physique à un âge avancé. Un spectacle présentant les différentes prestations a clôturé l'édition. Pascal Solaire. Démonstration de football avec Michel et André, tous deux âgés de 65 ans. Si l'activité physique était une évidence pour Michel, ancienne prof de gym, André, à l'inverse, s'y est mis par la force des choses à la retraite. Il faut trouver des activités, on a peur de s'ennuyer, et puis se rendre compte que physiquement, il y a des problèmes de souplesse, des problèmes de musculature, les difficultés commencent à arriver sur les articulations. À quel âge ? À partir de 50 ans, je trouve. Et puis, depuis qu'on fait de la gymnastique, ça va quand même un peu mieux. J'ai l'impression que ça s'estompe, pourvu que ça dure. Yoga, fitness, gym bien-être, la gymnastique regroupe des formes très diverses de disciplines sportives. Chacun peut y trouver son compte, aussi bien les femmes que les hommes. C'est pas uniquement abdos fessiers, on a même des agrès, on peut faire un peu de la poutre, un peu de barre fixe, ça fait travailler l'équilibre, un peu de force. Enfin, c'est assez complet, je trouve, ce qu'on fait. On croit toujours qu'on n'est pas capable et en fait, en travaillant, on a de bons restes et on ne s'imagine pas qu'on peut encore faire ces choses-là. Au Golden Age Gym Festival, les seniors sont fiers d'exhiber leur bonne forme physique. La vieillesse n'est pas une fatalité pour peu que l'on se prenne en main. Et si la motivation peut manquer en vieillissant, dans notre région, on a trouvé un moyen d'y remédier. On a sur Midi-Pyrénées un réseau qui s'appelle le réseau Eformip, dont la pertinence c'est qu'il forme des coachs, il forme des médecins à la prescription et au suivi de l'activité physique. Autrement dit, je suis un senior lambda qui va chez mon médecin et mon médecin trouve que j'ai du diabète, que j'ai un problème cardiaque, que j'ai de l'arthrose. Donc, m'adresse à ce réseau me prend en charge, me fait une séance d'inclusion, d'évaluation, m'oriente sur un coach que le réseau a formé et me suit pendant une année dans ma pratique pour m'encourager, pour me rectifier. Passé ce cap, la gymnastique devient un vrai plaisir pour les seniors, à en juger le sourire et la bonne humeur de tous les participants au Golden Age Gym Festival. Poursuivons dans l'activité physique, mais chez les pros à présent, 9e journée de Ligue 1. Ce week-end, le TFC 11e se déplace à Saint-Etienne, actuel 6e. Coup d'envoi dimanche à 14 h. En rugby, Castres, dernier du top 14, reçoit Grenoble, 4e. Le coup d'envoi, ce sera samedi à 18 h 30. Culture à présent avec le festival Cinespaña, 19e édition. Cela démarre ce soir et nous prenons le chemin de la Cinémathèque pour y retrouver Jean-Marc Lucas. Jean-Marc, vous êtes en compagnie de Patrick Bernabé, le directeur de la programmation.
Oui, bonsoir François. Du 3 au 12 octobre, donc ici à la Cinémathèque pour le cœur du festival, c'est la 19e édition de Cinespania. Patrick Bernabé, une 19e édition, bientôt 20 ans, bientôt l'âge mûr. Est-ce qu'il y a un signe particulier pour ce 19e festival, le cinéma politique par exemple? Le cinéma politique, oui, au travers notamment d'une carte blanche que l'on a donnée à Luis Parés sur les cinéastes de l'exil, que l'on a sous-titré donc Madrid, Mexico, Paris, parce que c'est énormément de cinéastes qui avaient émigré donc dans ces pays, le Mexique et la France principalement. Alors, certains, donc comme Buñuel, donc justement après la guerre, mais beaucoup sont arrivés dans les années 50 et dans les années 60, là pour des motifs un petit peu différents, mais toujours politiques quand même, puisqu'il s'agissait de pouvoir s'exprimer au cinéma comme on pouvait le faire dans des pays libres, ce que n'était pas l'Espagne à ce moment-là. Oui. Alors c'est aussi un festival, on va dire, glamour. Il y a une star qui s'appelle Lola Dueñas, qu'on a pu voir chez Almodovar, et qui sera présente pendant le festival. Alors elle sera présente parce qu'on lui rend un hommage autour d'une rencontre qui aura lieu autour de 2 films, le vendredi 10, je crois, hein, effectivement. Lola Dueñas, c'est quelqu'un qu'on connaît, nous, à Cinespania depuis assez longtemps, puisque on l'a vu dans ses premiers films ici à Toulouse. Elle a été invitée et elle est revenue régulièrement, donc nous saluer, de venir être un petit peu l'invité d'honneur. Ouais. Et cette année, c'est vraiment un hommage qu'on lui rend. La rencontre sera animée donc par François-Pierre Pellinard-Lambert, donc le directeur de la rédaction du film français, ouais, qui est quelqu'un qui aime beaucoup le travail que fait Lola. Et comme vous le savez, quand elle vit un peu à Paris aussi maintenant, puisqu'elle se partage entre Paris et Madrid. Alors bien entendu, elle est beaucoup plus connue par les films d'Almodovar, surtout en France, mais elle a tourné énormément de films avec d'autres réalisateurs, avec Amenábar par exemple. Et cette année, on la présente dans un film, Stella Cadente de Luis Miñaro, qui est un film un peu particulier, un film d'époque, où elle joue un peu une courtisane, on va dire. Alors, dernière question très vite, le cinéma espagnol, c'est aussi le cinéma de la jeunesse. Ça vous insistez à chaque fois, vous, là-dessus? J'insiste particulièrement cette année, puisque là, on sentait déjà, depuis 2 ou 3 ans, une évolution du cinéma espagnol, où un certain nombre de thématiques particulières correspondant à la jeunesse, à la sociologie, à l'économie, etc., étaient traitées, et effectivement par de nouveaux réalisateurs, et qui en même temps, non seulement le fond change, ouais, mais également la forme. On a une forme beaucoup plus moderne de faire du cinéma avec des outils un peu particuliers, puisque on a également dedans un film ou Skype. Un téléphone portable et le Skype. Voilà. Merci Patrick Bernabé, le festival Cinespania du 3 au 12 octobre, et c'est aujourd'hui, ça commence dans la cour de la Cinémathèque. Merci. À vous François. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. On vous souhaite le meilleur week-end possible. À bientôt sur TLT.